Chers amis de la matinale Tocsin, allez, vous savez que je suis passionné par les sujets d'éducation nationale et on a reçu chez Tocsin un certain nombre de professeurs lanceurs d'alerte et aujourd'hui, ce matin, dans ce vendredi matin, on va continuer à parler de ces sujets. Non, on ne va pas les lâcher et ce matin, je reçois Véronique Bouzou. Bonjour Véronique Bouzou, comment allez-vous? Bien, bien. Tout va Bon, bien. Dans le meilleur merci. monde possible. Oui, c'est parce que votre livre, effectivement, vous êtes professeur de lettres, vous, en région parisienne, et vous venez de publier ce livre-là, Un monde sans prof, bien entendu, et vous l'avez publié en auto-édition parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de sujets qu'on peut plus trop aborder dans les maisons d'édition. Donc celui-ci, je vous le recommande. On peut l'acheter un peu partout, j'imagine, Amazon, un peu partout, Véronique, ce livre-là, hein, Un monde sans Oui, prof. on peut l'acheter sur Amazon. Alors, c'est vrai que certains sont un petit peu Oui, réticents d'acheter sur Amazon, ouais, mais je suis entièrement d'accord, mais ça demeure un espace de liberté ouais, ouais. sans lequel j'aurais du mal à faire entendre ma voix. Donc, on peut le commander sur Amazon. Et pour ceux qui sont réticents, j'ai un blog. Donc, on le Ouais. trouve avec Véronique Bouzou, blogspot.com. Et dans ces cas-là, je peux l'envoyer si besoin. D'accord. Vous voyez, déjà, vous avez les références, mais restez là avec nous ce matin. Merci d'être si nombreux. On reçoit Véronique Bouzou et on va parler Un monde sans prof, hein. C'est vraiment un livre très intéressant. Alors, moi, j'ai envie de commencer surtout par la forme, parce qu'on avait reçu Aude Denisot, on avait reçu toute une série de profs aussi, les quelques-uns qui essayent de parler, d'alerter. Vous avez choisi finalement la fiction, Véronique. Pourquoi le choix de la fiction et pas un essai pour essayer d'expliquer, de vous alerter là-dessus? Alors, j'ai déjà écrit des essais. Ouais. Et Mm. là, j'ai choisi la fiction. C'est la deuxième fois que j'ai choisi la fiction parce que je crois on a beaucoup plus de liberté avec la fiction, Oui. puisqu'on peut dire beaucoup de choses. Mm. Et en même temps, j'ai voulu choisir 10 personnages fictifs qui étaient représentatifs un petit peu de tout le corps enseignant. Et Mm. donc, en fait, mes personnages de fiction sont un mélange, un amalgame de professeurs que je connais. Mm. Et, donc, ça donne des professeurs qui, bien sûr, sont fictifs, mais qui Mm. sont bien nourris par mon expérience personnelle. Et oui, parce que lorsque vous présentez le livre, effectivement, il y a 10 personnages, hein, concrètement, et Oui. ils vont évoluer, et on va surtout voir quels sont leurs rapports et comment ça va se passer, notamment dans cette fiction. Vous allez voir, c'est un univers extrêmement intéressant. On a envie immédiatement de parler du premier chapitre, pas parce que c'est le plus simple, mais parce que c'est celui qui campe aussi le livre. Finalement, on a l'impression que l'apocalypse est sorti de sa place. C'est ça un peu, Véronique Bouzou, non? Dans le premier chapitre, pour Oui, camper. Oui, j'imagine un Paris totalement déserté. ouais, Alors je pose mm, la question, est-ce qu'il y a à nouveau un confinement? Est-ce ouais, que on a voulu à nouveau enfermer les Français? Que mm, s'est-il passé? Il y a même l'armée qui est là et je dis que tout a commencé dans une salle de classe. mm. Et donc là, à partir de là, j'aborde mon premier personnage qui va être recruté par le speed dating. Oui, Euh, et oui, et oui, et oui, parce qu'il y a plein de sujets. On va parler de celui-là en premier, effectivement. Le speed dating, le job dating, notamment, ça a le été job dating, voilà, voilà. plutôt. Ça a été l'année dernière, notamment dans l'Académie de Versailles, où on a recruté, parce que c'est le cas d'ailleurs, votre personnage, Rachel, hein, est recruté comme ça. Franchement, j'ai envie de dire, la réalité dépasse la fiction. Enfin, être enseignant, vous êtes enseignante, vous avez passé un Mmh, diplôme, mmh. toute une série d'épreuves tout de même qui méritent qu'on s'y attarde et qui méritent qu'on les reconnaisse. Et maintenant, ça y est, on peut devenir finalement enseignant comme ça, en job dating. Qu'est-ce que ça dit finalement, Véronique, de notre société, de notre éducation nationale, tout ça? Ça dit en fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de professeurs qui veulent devenir, enfin très peu d'aspirants qui veulent devenir professeurs parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être confrontés à des problèmes d'insécurité. Oui. Mm. Ils entendent aussi les faits divers, tout ce qui se passe. Et donc, beaucoup qui sans doute qui seraient prêts, enfin, qui auraient les compétences requises, décident de même pas entrer dans le navire, ils quittent le navire avant d'y entrer. Et donc, Ouais. on se retrouve des fois avec des candidats par défaut Mm. et qui n'ont, pour certains, qui cherchent un travail, qui Mm. se disent pourquoi pas prof. Ouais. Et alors, ce qui est terrible, c'est pas tant qu'on ait des candidats qui cherchent à devenir enseignants, c'est que Mm. c'est la vitesse avec laquelle on les recrute. Eh oui. Parfois, ça se passe en 2-3 jours, voire une semaine. On Mm. leur pose quelques questions, Mm. voir si leur casier judiciaire est vierge, et puis hop, roule ma poule, on y va. Et Ouais. donc, on a des contractuels qui arrivent, des jeunes enseignants, qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, s'en vont au bout de quelques jours, parce Mm. qu'ils se laissent totalement déborder par leur classe. Mm. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'élèves qui sont prêts à apprendre sagement.
il faut asseoir son autorité et il faut avoir quand même beaucoup de bagages culturels et puis de l'expérience pour pouvoir enseigner aujourd'hui. Donc si les contractuels ne sont pas soutenus par des collègues chevronnés qui peuvent les aider, très vite ils s'abandonnent. Ça dit de notre société qu'on dit que l'école est une priorité. Quelle hypocrisie. On a 4 ministres de l'éducation, maintenant 5, qui sont succédés en l'espace de 2 ans. L'école est une priorité. C'est ce que avait dit Gabriel Attal. La preuve, Oui. on a quitté le navire très vite. Donc non, moi je dirais que les enseignants aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, tiennent le bateau à bras le corps, et que sans eux, ça se serait totalement écroulé. Alors bien sûr, le niveau aujourd'hui de beaucoup de jeunes candidats est déplorable, mais on a encore, bien heureusement, beaucoup de professeurs qui ont des compétences. Après, on nous supprime aussi beaucoup de moyens, et je parle pas uniquement de moyens financiers pour bien enseigner dans des conditions correctes. C'est effrayant. Véronique, je voudrais qu'on revienne à cette question tout de même du job dating. Vous l'avez dit, les conditions de recrutement, la vitesse de recrutement. Moi, j'ai envie de dire, j'aurais été enseignant, je l'aurais un peu mal vécu tout de même d'avoir de nouveaux collègues. Alors, pas eux précisément, mais tout de même, la méthode de recrutement. Vous avez fait des études et vous avez des gens qui débarquent dans un rectorat ou je ne sais où et qui, en moins de 3 jours, sont recrutés et puis sont affectés immédiatement dans une salle de classe. Vous racontez notamment cette Rachel qui arrive le jour de la rentrée des enseignants, c'est-à-dire où il y a le directeur d'établissement, il y a tout le monde, le CPE, et on prépare la rentrée. On trouve ça hallucinant, en fait, alors que quelqu'un comme ça a été pris en si peu de temps, finalement. Comment ils le voient, les collègues? Très mal, mais ça concerne l'ubérisation de la société. C'est-à-dire, on est jetable. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. Je pense que même s'ils pouvaient embaucher que des contractuels jetables, corvéables à merci, ils le feraient. Parce que c'est facile, comme ça on les recrute quand on en a besoin, on les envoie où on veut, sur plusieurs établissements. Il y a une précarisation aussi de l'emploi. Parce que derrière toutes les réformes dont on nous parle, soi-disant pour le bien-être, pour améliorer le niveau des élèves, c'est une question d'économie budgétaire. Donc c'est pas que dans l'école, d'ailleurs, on a la même chose à l'hôpital. On supprime des lits, on supprime en fait, et après on dit que c'est la faute des enseignants. On nous supprime les moyens de bien enseigner, de bien travailler, et après on dit que c'est votre faute si ça ne marche pas. Mais on doit s'occuper de tout aujourd'hui, donc c'est dramatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des enseignants qui sont recrutés avec des niveaux catastrophiques, certains qui passent le CAPES avec des niveaux catastrophiques en mathématiques, ou de futurs professeurs des écoles qui commettent énormément d'erreurs d'orthographe. Mais c'est la question que je voulais vous poser, Véronique. C'est une question que je voulais vous poser. Je rappelle, bien entendu, chers amis, que vous pouvez vous procurer le livre de Véronique Bouzou et je vous le recommande véritablement. Allez le lire. Un monde sans prof. C'est en auto-édition et ça, c'est aussi intéressant. Nous, on aime bien recevoir des gens qui s'auto-éditent parce qu'effectivement, vous l'avez dit, sur ces sujets-là, il y a quand même une censure qui s'abat notamment, et je trouve que c'est intéressant. Donc, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur le blog de Véronique Bouzou. Vous tapez Véronique Bouzou sur n'importe quel moteur de recherche, ça va sortir immédiatement. Il n'y a aucune difficulté de cet ordre-là. Vous abordez un sujet majeur, vous abordez le sujet aussi de la formation des enseignants. Et on parlera après du niveau des élèves, on parlera de tout ça, mais finalement, le niveau de formation, si vous le dites, si l'enseignant qui est recruté en job dating en moins de 2 jours, manifestement fait des fautes de syntaxe, ne maîtrise pas l'orthographe, ni pas trop la langue, correctement pour enseigner, là, c'est l'effondrement. Enfin, ça ne fait qu'accélérer l'effondrement, j'imagine, non, Véronique? Ah oui, ça semble assez évident. Ouais. Mais encore une fois, ce qui compte, je pense, c'est d'avoir un professeur par classe. Il faut des professeurs devant tous les élèves, quel que soit le professeur. Donc, et puis ça ne dérange personne, on achète des tablettes à la place, si vous voulez. Donc on fournit les établissements scolaires en tablettes plutôt qu'en professeurs. Et la formation des enseignants, elle passe après, elle passe au second degré. Et ça traduit beaucoup de choses sur notre société, en effet. On clame aujourd'hui haut et fort qu'on va faire des efforts sur l'éducation, sur la santé, et puis on fait l'inverse. Donc non, moi je suis assez catastrophée quand je vois en effet des collègues qui arrivent, qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, qui sont emplis de bonne volonté, qui veulent apprendre, qui veulent bien faire. Donc tous les contractuels ne sont pas non plus illettrés, là on exagère, certains quand même beaucoup de compétences, mais c'est une chose d'avoir des connaissances et des compétences, c'en est une autre de les transmettre à des élèves. Donc la pédagogie.
Et la formation des enseignants, aujourd'hui ici, il y a toujours, on ne parle plus du FM, on parle d'INSPE. Enfin, c'est toujours des instituts pour aider les professeurs, mais qui passent le concours. Pour tous les autres, on leur promet, alors le rectorat autre va leur promettre qu'on va les aider, qu'on va les former sur le retard dans l'année, mais c'est rarement le cas. Ils vont avoir une journée de formation, allez, 2 jours à tout casser. Le reste, on fait appel en fait aux bonnes volontés pour les aider. Aux professeurs qui sont sur le terrain et qui vont prendre sur leur temps pour les aider. Non, c'est triste. Non, mais c'est très. En plus, vous parlez aussi il y a quand même aussi une crise de la vocation, manifestement. Vous l'avez dit. J'imagine qu'il y a des professeurs et des enseignants qui arrêtent, et puis il y a ceux qu'on n'arrive pas à recruter aussi. Donc il y a une véritable crise de la vocation aussi dans le milieu de l'éducation nationale. Je crois que là, c'est la première année là où j'entends autant de collègues, de confrères, de consoeurs me dire qu'ils envisagent de faire autre chose. Et ça, je l'entendais pas avant. Donc il y a plusieurs facteurs, hein, bien sûr. Il y a eu 2 assassinats en très peu de temps, quand même, ça a joué. On ne peut pas non plus l'oublier. Et puis il y a toutes ces réformes qui nous tombent dessus en permanence. Là, notamment, on nous parle de la réforme extraordinaire au collège des groupes de niveau, non, des groupes de besoins, pardon, parce que groupe de niveau, on n'a pas le droit de le dire. Et en disant que ça va tout changer, mais en fait, ça va semer la pagaille dans les établissements scolaires. Alors moi, je suis pas du tout dogmatique, hein, je suis pas contre envisager le fait d'avoir des classes un petit peu plus homogènes, mais comment c'est mis en place, c'est n'importe quoi. En fait, on va perdre des heures encore de français et de maths, contrairement à ce qu'on peut dire, puisqu'on avait avant des demi-groupes, on les perd, on n'a pas assez d'heures, et alors enfin, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout ça, mais c'est vraiment, je vous assure, une organisation horrible dans les établissements scolaires. Les professeurs de sciences, eux, ne pourront plus faire de TP en demi-groupe, puisqu'ils manqueront d'heures. On nous demande de faire des groupes sans professeur. On n'a pas les enseignants pour devant élèves pour faire ces groupes-là. Donc, en guise de groupe de besoins, on va même avoir des groupes à 25. Donc, on va être une classe. C'est toujours, c'est très hypocrite. C'est des effets d'annonce. Et puis derrière, on n'essaye pas de voir comment on peut mettre en place les choses. Mais il y a du bon sens qu'il faudrait, c'est revenir déjà à l'école élémentaire, aux fondamentaux. Parce qu'on nous a dit qu'on revenait justement aux fondamentaux sur les mathématiques et le français. En fait, quand les élèves arrivent en sixième, pour beaucoup, ils n'arrivent pas, même au niveau de la calligraphie, à écrire 2 lignes. Parce que le professeur des écoles fait de son mieux. Hein. Je ne me jette pas la pierre du tout sur le professeur des écoles, mais on lui demande de faire tellement de projets, de sciences, de faire des sorties, qu'il va devoir rogner sur le français et les mathématiques. Et pour gagner du temps, il distribue aux élèves des polycopiés. Donc les élèves n'écrivent pas. Et donc, arrivé en sixième, quand le professeur de français écrit même 2 lignes au tableau, oh madame, il faut écrire 2 lignes, c'est compliqué. Et donc, on a des élèves qui ne maîtrisent pas la lecture, qui ne maîtrisent pas le b.a.-ba de l'écriture, en mathématiques, qui quand on leur demande de faire 1,5 plus 1,5, ils vont être incapables de vous dire 3. Ils vont dire, ça fait 2,5. Enfin, ils maîtrisent même pas les additions, la soustraction. Donc, c'est très, très compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus lire l'heure sur sur une à aiguille, puisque ils ont des numéros. Donc, il y a l'heure affichée au tableau. Une horloge murale et madame, il est 17h, il est 5h moins 5, ça veut dire quoi 5h moins 5? Ah oui, quand même. Ah oui, là, on est quand même. Ah oui, là, on est pas mal. Comme Mais disent beaucoup d'élèves. nos amis Un certain nombre québécois, on est d'élèves bien ont un rendu petit peu là. de mal On est avec bien ça. rendu. Ah ouais. Donc, alors c'est vrai que quand ils arrivent au collège, il y a l'adolescence par-dessus ça. Donc l'adolescence avec cette question de montrer un petit peu son autorité, de la défiance vis-à-vis de l'adulte. Donc quand vous avez des élèves qui arrivaient à l'âge de 13, 14 ans, qui sont incapables de comprendre un texte, qui n'arrivent pas à aligner 3 lignes sans commettre 2 erreurs par mot, s'ils suivent en cours, s'ils se montrent gentils, c'est pour faire plaisir. Mais ils souffrent, ces élèves-là. Donc, tout devrait se jouer à l'école, selon moi. Hein. Les fondamentaux, il faudrait vraiment mettre le paquet sur le français, les mathématiques et l'écriture à l'école élémentaire. Et après, Monique, je me permets de vous couper par rapport à ça. Je trouve que c'est très intéressant parce que vous parlez des photocopies, vous parlez de mettre le paquet sur l'écriture. Aude Denisot, que j'ai reçue à plusieurs reprises, pareil, elle a le même constat que vous, elle est prof en fac.
et elle dit la même chose que vous. Elle dit la tyrannie des photocopies, les enfants n'arrivent plus à écrire, n'écrivent plus les énoncés et perdent la même. Ils ne savent même pas tenir correctement leur stylo. C'est un Oui. véritable problème, ça. Ah oui, C'est-à-dire que oui. dès le début, on leur laisse aucune chance finalement avec les photocopies et les tablettes. C'est fini. Ah bah, les tablettes, voilà, enfin, on nous a donné des tablettes nous, cette année pour les sixièmes et les quatrièmes. Alors personnellement, ma tablette est restée dans mon armoire et mes élèves ne l'ont pas sortie en classe. Et alors ça peut être utile dans certains cours, vraiment pour un projet ponctuel. Hein, encore une fois, je ne veux pas jouer ma vieille réac, mais ils sont tellement sur les écrans. Et pour vous donner un exemple, je demande à mes élèves combien de temps ils passent sur les écrans. Certains vont me répondre 6 heures par jour, voire 10 heures. Donc ils arrivent le matin totalement épuisés pour certains, et ça joue. Et donc le problème de concentration. Moi ça je l'ai vu depuis on va dire 5 années. Pas très longtemps, le zapping permanent, l'incapacité à se concentrer sur une tâche. Et donc, quand vous parlez de lecture, aujourd'hui, quand on leur donne un travail, souvent, ils ne lisent même pas la consigne, ils vous disent au début, on ne comprend pas, on n'a pas compris, je comprends pas. Est-ce que tu peux relire la consigne? C'est le côté aussi, ce que je leur dis, je ne vous aide pas en vous aidant. Ils attendent tout, en fait. Ils attendent beaucoup du professeur. Ça traduit aussi un manque de confiance. Et à la force de les assister, on en fait justement des assistés. Alors là, je généralise. Hein. Moi, je leur dis en début d'année, je leur dis qu'ils vont devoir gagner un petit peu en autonomie. Je les fais écrire, je leur donne beaucoup de rédaction. Si je pouvais en donner plus, j'en donnerais plus. Et souvent, je cours après le temps parce que je manque d'heures de français Eh oui, aussi. eh oui. Euh, donc, j'essaye vraiment de valoriser la langue au collège, pour ensuite, au lycée, travailler sur la littérature, même si aussi je travaille sur des textes. Les Ah oui, textes pour leur apprendre à réfléchir et à penser, pas uniquement leur demander de repérer un pronom personnel, mais de leur demander pourquoi l'auteur a écrit ce texte, qu'est-ce qu'il veut dénoncer, qu'est-ce qu'il veut montrer, les faire réfléchir. Donc je mets une citation du jour au tableau pour développer leur esprit critique. ah ben alors, J'en ai sérieusement besoin. c'est effectivement tout à fait à votre honneur, mais je pense que le combat est rude concrètement. Mais je voudrais revenir aux écrans. Véronique Bouzou, merci d'être avec nous ce matin. Je vous invite, chers amis, à acheter le livre de Véronique Bouzou, Monde sans prof. On va vous remettre la couverture à l'écran. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et bien sûr, si vous êtes réfractaire à Amazon, ce qu'on comprend entièrement, allez sur le blog de Véronique Bouzou et vous pourrez le commander directement auprès de Véronique. Merci beaucoup. Les écrans. Michel Desmurger a alerté, de plus en plus d'alertes, d'études. On se tue à le dire, on fait pas mal d'émissions sur les ravages des écrans pour les moins de 3 ans. On lisait aussi, après Véronique Bouzou, lisait aussi en complément Michel Desmurger. C'est terrible parce que vous le dites, finalement, ça leur ramollit le cerveau, Véronique, non, si je vous comprends bien. Ah oui, et je pense qu'on n'en a pas mesuré l'impact. Selon moi, il est immense l'impact. J'ai quand même plus de 20 ans d'ancienneté, 25 ans, et j'ai commencé dans des zones dites sensibles à l'époque. Hein. Donc, j'avais pas des élèves faciles, mais je ne voyais pas ce zapping permanent. Je ne voyais pas aussi cet aquabonisme, le fait de se dire bon, pourquoi travailler longuement sur ce texte? Tout va vite. Euh, franchement, ils sont presque drogués au téléphone. Tout doit aller vite. Donc, sur un téléphone, ils vont avoir, ça va biper, donc ça va biper de l'autre côté. Et puis, c'est c'est des petites vidéos très courtes. Donc, ça va être, c'est le narcisse, enfin, c'est narcisse puissance 1000. C'est aussi la frustration. Tout de suite. Aujourd'hui, quand vous prenez un élève, par exemple, c'est bien quand on est en train de dire du théâtre, et 10 lèvent la main, je dois en interroger 3 parce qu'il y avait 3 personnages dans le texte. Donc j'en interroge 3 et certains boudaient parce qu'ils n'avaient pas été interrogés. Donc, puisque c'est comme ça, je lis plus. Donc ce côté tout et tout de suite, je veux impatient, je veux absolument que vous répondiez à ce que je demande. Et donc on a une forme de clientélisme. Et le problème, c'est que ça se suit enfin, je comprends les professeurs de lycée et de fac qui sont désespérés, puisque avec l'orientation aujourd'hui, alors pareil, quelle hypocrisie, on nous dit, on nous clame dans les médias haut et fort qu'on va développer la voie professionnelle. Quelle fumisterie. Moi, j'ai des élèves qui réussiraient formidablement en voie pro. On ferme aujourd'hui des bacs pro. On ferme des bacs pro aujourd'hui. Et donc, on nous fait comprendre au rectorat que si
on n'accepte pas de faire passer les élèves en voie générale et technologique, eh bien, ils redoubleront. Mais comme on est déjà à 30 par classe aujourd'hui, ce sera à nous de les garder. Et donc, j'ai des élèves, certains, qui passent en seconde générale et technologique avec 4 de moyenne en français. Ah oui. Voilà ce qui se passe. Mm. Et ça, c'est aussi terrible parce qu'il y a encore cette idée que la voie pro, c'est la voie de garage, que les élèves n'y arriveront pas. Or, c'est faux. On a de très belles réussites avec des élèves qui vraiment ne sont pas faits aussi pour suivre une scolarité en voie générale, en voie générale. Ils ont du mal à écrire, ils s'ennuient, ils n'arrivent pas à tenir sur leur chaise, ils sont malheureux réellement. Alors que quand ils apprendre un métier pour eux, ce serait vraiment la voie de sauvetage. Et puis ils réussiraient, ils gagneraient bien leur vie. Ce serait aussi valorisant pour eux. Donc rien n'est fait correctement. Tout le monde n'est pas fait pour suivre les mêmes études. Oui, Il y a il y a des et compétences. Il y a des compétences qui sont diverses et variées chez les élèves. voilà, Effectivement, il y a eu, je me rappelle des BTS, je me rappelle des bacs pro également. bah, bien Il y a sûr. des voies. Oui, exactement. Là-dessus, parce que le temps file encore, on a encore Ouais. 50 minutes, Véronique Bouzou. Merci d'être là ce matin avec nous. Ce livre est passionnant. Achetez-le véritablement. En plus, c'est traité sous la forme de la fiction. Et vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, je partage votre analyse. On peut dire plein de choses dans la fiction qu'on ne peut pas dire forcément ou plus difficilement dans des essais. Il y a le rôle aussi, il y a le rôle des parents. Vous vous affrontez aussi aux parents, il y a ça aussi, parce que finalement, il y a une perte de légitimité ou d'autorité qu'on vous reproche, du moins chez certains parents, non? Oui, bah, il y a des parents avec lesquels on peut bien discuter. Et d'ailleurs, quand on peut discuter avec les parents, ça se passe mieux, puisque l'élève, l'enfant, a une autorité de référence et il ne joue pas sur les deux tableaux. Le parent a dit ça, le professeur a dit ça, et donc moi, je dis autre chose. Mais je crois qu'il y a des parents, certains parents ont peur de l'école, peut-être eux aussi ont mal vécu leur scolarité, et donc ils reportent leur frustration sur les professeurs de leurs enfants. Ça arrive aussi, une méconnaissance, une peur. D'autres ne croient qu'en la parole de leur enfant. Mais mon fils, ma fille m'a dit que elle n'avait pas triché. Vous mentez. Et il y a aussi, je pense, chez certains parents, l'idée de se dire, mais s'il veut faire ceci, à vous, encore une fois, de faire en sorte qu'il puisse. Donc, cette forme de clientélisme et d'assistanat. C'est-à-dire que quand on est professeur principal, moi je suis en classe de troisième cette année, c'est vrai qu'on ne chôme pas. On ne chôme pas parfois même pour faire un travail qui ne serait même pas le nôtre, c'est-à-dire vraiment pour remplir les affectations à la place des parents qui auraient du mal. Alors c'est vrai, certains parents ne sont pas au fait de tout, enfin, au niveau du système éducatif, c'est pas toujours facile. Mais certains parents, oui, je sais, remettent en cause les sanctions. Euh, Moi, j'ai pas je touche du bois, j'ai pas eu trop de problèmes parce que je suis toujours dans la discussion et je suis ferme sur certains principes. C'est-à-dire que quand c'est pas négociable, c'est pas négociable. Par contre, ma porte est toujours ouverte pour discuter. Et donc, dans la mesure où on ne s'insulte pas, je suis prête à écouter. J'écoute d'ailleurs. Et après, quand j'apporte des arguments valables, bon, de toute façon, comme je fais mon travail sérieusement, je pense aussi que les parents, au bout d'un moment, voient bien que ils n'ont pas tellement de pouvoir pour enfin, comment dire, Ouais. pour me, Oui, pour de me, justification à vous opposer, en fait. Hein. voilà. Sauf je me souviens une fois, il y a quelques années, j'avais mis un zéro à un élève en dictée parce que bah, la dictée, hein, malheureusement, c'est en négatif. Donc on perd des points par erreur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui ont des zéros en dictée. Et elle m'avait répondu que ça n'existait pas de mettre un zéro en dictée, ça ne se faisait pas. Je lui avais répondu que ça ne se faisait pas de faire autant d'erreurs en dictée. Donc elle remettait en cause la notation. Mais la notation de la dictée, elle est imposée de toute façon. Et encore, elle était plus dure il y a 20 ans. Et la moyenne des dictées, globalement, au brevet, elle est allez, on va dire de 3 sur 10. Eh ben. Eh ben, une dernière question, Véronique Bouzou, là-dessus. Il y a quelque chose que vous avez dit notamment chez nos confrères de TV Liberté, que je salue, bien entendu. Vous avez dit notamment, alors on va pas changer tellement sur le port du masque chez les enfants, ça aurait pu vous mener carrément à quitter l'éducation, à la démission. Véritablement, vous avez vécu ça vraiment comme un enfer, hein, le port du masque. Hein. Oui, le jour de la pré-rentrée, d'ailleurs, je l'avais dit. Je l'avais dit que je considérais que c'était une maltraitance. Une vraie maltraitance. D'ailleurs, j'étais bien seule à le dire.
parce que respirer dans le masque, je vous assure, en faisant cours, alors en donnant des dictées, c'était carrément ubuesque, les élèves ne m'entendaient pas. Donc j'ai tout fait. Et je considérais ça comme une forme de médiation aussi. D'autant plus quand on entendait certains journalistes dire qu'il fallait le porter et qu'eux-mêmes ne le portaient pas. Je trouvais ça extraordinaire. Que même les politiques à l'Assemblée nationale, quand ils étaient à la tribune, ils le retiraient. Que nous, on devait le garder. Sachant en plus que les élèves aussi le retiraient dès qu'ils sortaient et que eux-mêmes en souffraient. Eux-mêmes en souffraient terriblement. Je sais que certains confrères et consoeurs ont pu punir des élèves, leur mettre des heures de retenue quand ils descendaient le masque sous le nez. Moi, je me serais bien vu mettre une heure d'école à un élève en mettant la cause a voulu respirer. Ah oui. Non, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Parce que, alors moi, j'ai connu un confrère qui est pas tout près. Justement, je me suis inspirée de lui pour mon personnage, qui lui avait porté la visière. Il avait négocié avec son chef d'établissement. Donc, mais il avait beaucoup d'humour. Il me racontait le port de la visière, ça me faisait penser à un masque de soudeur. Je me dis, on va venir en tenue de cosmonaute avec un masque à oxygène et une bouteille. C'était totalement aberrant. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. J'en ai souffert. J'avais des migraines terribles. Et puis, il y avait un problème de communication aussi. Je sais que ça a été terrible aussi, ça, pour les professeurs qui enseignent à l'école primaire, l'école élémentaire, notamment pour apprendre à lire. Parce qu'un professeur de CP, il utilise les gestes de la bouche pour apprendre à parler, enfin, à lire à ses élèves au niveau des sons. On le voit aujourd'hui, les orthophonistes l'ont dit eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de spécialistes qui l'ont dit. Ça, depuis le confinement, avant où les élèves, on parlait de cours en distanciel. Qu'est-ce qu'on a pu travailler en distanciel? Les élèves faisaient de leur mieux. Je me souviens avoir corrigé une copie d'un élève qui m'avait filmé sa copie. Donc je m'étais arrêt sur image pour pouvoir lire la copie. Pour les rassurer, je les avais tous appelés. Pour leur dire que je les abandonnais pas, que s'ils avaient des soucis, ils pouvaient me contacter. Ils étaient contents d'ailleurs, ils se sentaient moins seuls grâce à ça. Mais on n'a pas pu faire cours dans de bonnes conditions. Quand on a annoncé pareil, ne vous inquiétez pas, l'école continue, c'est pas vrai. Elle continuait pour quelques élèves privilégiés qui avaient les parents qui pouvaient les suivre. Et pour beaucoup d'entre eux, elle ne continuait pas. Ils ont perdu des mois d'école. Et ça, on le ressent quelques années plus tard. Au niveau du niveau, ça se voit. Oui, effectivement, c'était pour ça que je voulais absolument que vous réagissiez là-dessus, parce que je trouvais ça extrêmement important d'avoir votre sentiment à ce sujet-là, et qui aurait pu, d'ailleurs, vous le dites, hein, amener à carrément votre démission en tant qu'enseignante, et ça fait plus de 20 ans que vous êtes enseignante, donc on peut quand même se poser des questions, mais est-ce qu'il y aura un mea culpa à ce sujet-là? Je ne suis pas convaincu, chère Véronique Bouzou, que ce soit le cas. En tout cas, les témoignages sont importants. Chers amis, on arrive à la fin de cet entretien. Voilà, Véronique Bouzou, Un monde sans prof, vous pouvez le trouver sur Amazon ou bien sûr sur le blog de Véronique Bouzou. Elle vous l'enverra avec beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Véronique, d'être venue ce matin dans Toxin. Merci à vous de m'avoir invité. C'est normal, on vous donne la parole, on vous souhaite beaucoup de courage et continuez, chère Véronique Bouzou, à faire reculer le royaume de l'ignorance. Merci pour ce que vous faites, en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée à vous, bon vendredi et bon week-end. Merci à vous, merci pour votre émission.